Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe critique. L'idée ce sera, comme la dernière fois, de revenir sur la vidéo qui parlait de l'agentivité. Donc on va décortiquer un petit peu ce concept et puis ensemble, on va aller préciser certains termes, on va aller creuser et approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être faits dans la vidéo de capsule concept autour de l'agentivité. Voilà, c'est le programme. Donc sans plus tarder, on va se mettre sur le partage d'écran et on va aller regarder via, comme la dernière fois, une interaction avec un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut en dire d'un peu plus précis ou d'un peu plus simple, facile à conceptualiser. Alors, comme vous le voyez, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai à nouveau donné le transcript de la vidéo. Je lui ai dit qu'elle parlait de créativité et d'agentivité et qu'elle aborde des composantes de ces différents concepts. Donc il y a le transcript. Alors, on approche de la fin. L'exercice 6, c'est celui de corriger. Je veux qu'il identifie des manques, des imprécisions, des erreurs ou des contradictions, qu'il indique des éléments qui n'apparaissent pas dans le transcript et qui seraient utiles pour mieux comprendre le sujet dont je parle. Identifier aussi des imprécisions, erreurs ou des contradictions dans le transcript. Il est content, très bien. Les éléments absents qu'il a ciblés. L'ancrage historique du concept d'agentivité. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'aspect historique. Ici, on l'aborde comme un concept abstrait sans replacer son évolution historique. Il faudra ajouter une mise en perspective dans les champs de la philosophie de l'action, bon, Aristote, Descartes, à voir, hein, de la psychologie sociale, Bandura, et de la phénoménologie, Merleau-Ponty, Gallagher. Je vous laisse aller creuser ces auteurs si jamais ça vous parle, et peut-être qu'il y en a quelques-uns que vous connaissez déjà plutôt bien. Ça permettrait de comprendre comment la notion s'est déplacée d'un cadre moral à un cadre cognitif. C'est vrai que ça c'est intéressant de voir qu'il y avait peut-être une composante morale avant. Deuxième point, la dimension sociale et politique de la créativité. Ici, on parle que de l'individu créatif. C'est vrai, et c'est mon parti pris, et d'autant que je veux parler des créateurs au sens des entités individuelles. Il faudrait rajouter des références à la créativité sociale, à la création collective, par exemple dans les mouvements artistiques ou militants. Le dadaïsme, le dada, la culture hacker, le design participatif. Intéressant aussi de mentionner ces différents aspects-là. Ces dimensions montrent que la créativité peut être un acte de résistance ou de reconfiguration sociale, pas seulement une qualité mentale. C'est sûr que moi je l'ai mentionné au niveau cognitif, mais évidemment ces effets ou ces applications dans des cadres politiques, sociaux et culturels, c'est tout à fait une perspective envisageable. 3. Le rôle des émotions et du corps. L'émotion, l'intuition et le corps sont absents du discours. Effectivement, c'est même ce que je mentionne à la fin, qu'on ne les aborde pas dans la vidéo. Ce qu'il faudrait ajouter, des travaux sur la cognition incarnée, qui rementionnent Varela, Lakoff, Damasio, montrent que l'agentivité et la créativité ne sont pas seulement rationnelles, mais sensorimotrices. Le geste, le rythme, l'émotion jouent un rôle moteur dans la pensée créative. Bon, la cognition incarnée, c'est aussi un sujet important en psychologie qui peut être à aller creuser. Oublier cela, c'est réduire la créativité à un raisonnement froid. Bon, l'opposition entre les émotions et la rationalité, moi j'adhère pas à ce discours-là, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup d'interrelations entre les deux. Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous mentionne ici. 4. Les conditions environnementales et matérielles. Le transcript semble situer la créativité dans la tête. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est que les environnements matériels, culturels et technologiques, les outils, les espaces, les réseaux, l'IA, participent activement au processus créatif. C'est l'approche de la théorie de l'acteur réseau, de Latour, et des Extended Mind Theories de Clark et Chalmers. Je ne les connais pas bien celles-ci, Chalmers ça me parle pour le problème difficile de la conscience. En tout cas, voilà, vous avez deux autres mots-clés qui sont intéressants. Et la créativité, c'est un phénomène distribué, pas uniquement mental. La créativité distribuée, ça c'est un concept que je ne suis pas allé creuser en détail, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a derrière. Encore une fois, ça me semble être à un haut niveau d'explication. Le 5, les limites éthiques et sociales de la créativité. Le texte valorise la créativité sans questionner ses effets pervers. Destruction écologique, manipulation, optimisation sociale, etc. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est une réflexion sur les ambivalences de la créativité, notamment dans les entreprises où les technologies ou l'innovation peut renforcer les inégalités et la surveillance. La créativité n'est pas toujours vertueuse.
Ça, c'est vrai que c'est un point aussi qui n'est pas abordé, mais il y a toute une partie de la littérature scientifique qui aborde le dark side of creativity, donc le côté noir de la créativité, ou la créativité malveillante, on pourrait appeler ça. Ça, pour moi, j'en fais pas cas ici, parce que la créativité malveillante, c'est comment elle est utilisée a posteriori, mais le processus de création, pour le moment, et les créateurs, on en reste à, ils ont une agentivité et ça leur permet d'être créatifs. Alors, des imprécisions, erreurs ou contradictions. Contradiction entre liberté totale et influence du contexte. Bon, on va laisser ça un peu de côté. Le flou sur la notion d'intention. Alors, un point que je soulèverai ici, c'est l'omission du rôle du langage. C'est vrai que le discours évoque la pensée créative, mais pas le langage comme médium de l'agentivité. C'est vrai que l'agentivité, elle peut être médiée par le langage, et dans ce cas-là, il nous propose une correction qui est d'intégrer l'idée que nommer, raconter, métaphoriser sont déjà des formes d'action. Le langage structure notre rapport au possible, c'est une agentivité discursive, et il parle de Foucault ou Butler. Je ne connais pas ces auteurs, donc voilà, ça vient de la philosophie. Il est souvent allé chercher des choses issues de la philosophie, et ça peut être intéressant. Et je suis un peu moins connaisseur sur ces aspects-là. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.